C'est de choisir un texte. Alors, j'ai proposé un peu par défi un texte bizarre, difficile, dont je vais raconter quelques petits éléments d'histoire. Je suis en train de chercher le titre. C'est un texte de Durkheim de 1910, des années 1910, intitulé « L'enseignement de la morale à l'école primaire ». Et c'est un texte d'une des nombreuses conférences que Durkheim a prononcées pour des instituteurs de la République. Alors voilà, ce texte, il a à mon avis une histoire très intéressante. D'abord, c'est un texte qui date de 1910 et qui n'est publié qu'en 1992 dans la Revue française de sociologie, dont je rappelle est la revue, une revue durkheimienne par excellence. Comment se fait-il que ce texte n'ait pas été publié avant? C'est toujours une question que je me suis posée. Alors, il est dit, et après, mais je m'en souviens vaguement, c'est des choses que j'ai travaillées pour ma thèse, mais il est dit dans le paratexte que ce texte aurait une histoire bizarre, rocambolesque, histoire qu'est l'un des gardiens du temple durkheimien, Philippe Besnard, a reconstruit dans des articles assez... je cherche... enfin, des articles assez compliqués. Il y a un vrai problème pour publier un texte comme ça de Durkheim parce qu'il montre toute la philosophie morale de Durkheim à l'œuvre dans sa sociologie. Et à l'œuvre dans sa sociologie, c'est-à-dire que sa sociologie, elle performe la société comme mode politique républicain de la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 1910, puisque Durkheim meurt, je crois, en 1917. Donc je voudrais d'abord insister, avant de revenir sur ce texte, je voudrais insister sur le partage qui est fait dans le champ de la sociologie classique, et notamment durkheimienne, entre un Durkheim savant, le Durkheim du suicide, le Durkheim des règles de la méthode, et un Durkheim philosophe social, le Durkheim de l'éducation morale. Et il y a un partage très net. J'avais écrit un article, c'était le premier article que j'ai écrit, sur une comparaison entre l'usage de Durkheim dans l'école capitaliste en France et dans la reproduction. Deux livres de sociologie critique des années 70. Et dans ces deux livres, de manière un peu différente, il y a un vrai partage. Le Durkheim, philosophe moral qui a écrit l'éducation morale, il insupporte les auteurs, alors qu'il se réfère en permanence aux sociologues de l'éducation morale. Et moi j'ai une hypothèse, enfin j'ai une hypothèse, elle n'est pas de moi, elle est évidente, c'est que le Durkheim sociologue méthodologue et le Durkheim philosophe moral qui donne des conférences aux instituteurs, c'est le même. Il ne faut pas oublier que Durkheim a démarré sa carrière universitaire comme prof de sciences de l'éducation en 1902, il remplace Buisson, qui était un républicain, enfin bref, je ne vais pas développer. Toujours est-il que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce texte nous rappelle que Durkheim est aussi un instituteur de la société, un instituteur de la société, que sa sociologie, elle est alimentée par une philosophie morale, et que, ce double genre, enfin, c'est un dispositif qui permet à la sociologie durkheimienne de performer la société. Or, ensuite, dans le mouvement d'autonomie de la discipline sociologique, toute une série d'auteurs ont intérêt à dégager, à ne retenir chez Durkheim que l'inventeur de la sociologie pour bien montrer que justement la sociologie n'a rien à voir avec une quelconque entreprise politique. Or, justement, il y a une interférence tout à fait importante entre le moment politique de la République et le moment de construction de la discipline sociologique. Et je trouve que ce texte en offre un très bel exemple. Alors, ce texte, il parle de la morale et il parle de la grande difficulté d'enseigner la morale à l'école primaire avec un argument très simple, c'est que la morale est d'essence religieuse, qu'elle a une puissance extraordinaire sur les âmes, sur les consciences,
mais que la grande difficulté, c'est qu'à l'école laïque, on ne peut pas s'appuyer sur la religion pour arriver à déployer la puissance morale. Donc tout le travail de Durkheim, c'est d'arriver, je n'ai pas d'autre expression, en plus on est à Montréal, c'est le Canada Dry, c'est-à-dire la sociologie, enfin l'idée pour Durkheim, c'est de faire de la société une croyance aussi forte que la religion, qui est le goût de la religion, qui est l'odeur de la religion, qui est la puissance de la religion, mais qui ne soit pas de la religion. C'est donc le Canada Dry. Et dans cet article, il opère au fond un transfert de sacralité extrêmement fort entre la morale religieuse et la morale laïque, et il passe de la puissance divine à la puissance sociale, enfin la puissance du modèle de la société. Donc je vais lire un extrait. Alors je vais vous lire un petit passage, mais il faut lire l'ensemble du texte et le commentaire de Jacqueline Gautrin qui est particulièrement intéressant. Donc, après que Durkheim ait indiqué la force de la puissance morale pour la conduite d'une vie sociale, après avoir indiqué que la puissance morale était d'essence religieuse, je rappelle toujours qu'il a fini sa vie de sociologue en parlant des formes élémentaires de la vie religieuse, parce qu'il est intéressé par la question de la construction de la puissance de la structure de la société. Et donc après avoir rappelé la puissance morale d'essence religieuse, il indique cette difficulté que la morale laïque ne peut pas s'identifier complètement à la religion, puisqu'elle est laïque. Donc il dit ceci: si nous renonçons à nous servir d'une puissance divine, il faut que nous en trouvions une autre qui puisse jouer le même rôle. Eh bien oui, il y en a une puissance dont la divinité n'est qu'une expression symbolique. Oui, il y a une puissance qui est près de nous, en nous-mêmes. Elle est aussi mystérieuse, comme l'autre, mais nous pouvons la montrer, la faire comprendre, la faire voir, comme nous pouvons faire voir le monde extérieur. Cette puissance morale, aussi réelle que la puissance physique, notez bien aussi réelle que la puissance physique, je parlerai après de la notion de performation du social avec cette idée. Donc je reprends. Cette puissance morale, aussi réelle que la puissance physique, mais que les yeux du corps ne voient pas bien, mais c'est la société dont nous faisons partie. Et en effet, une société est à ses membres ce qu'un Dieu est à ses fidèles. Un Dieu, c'est une puissance supérieure à l'homme et qui lui commande, dont il dépend. Eh bien, la société a, par rapport à chacun de nous, la même supériorité. Et cette supériorité, nous ne sommes pourtant pas sans en avoir le sentiment. La société, tout comme la divinité, dépasse infiniment l'individu, dans l'espace comme dans le temps. L'individu, mais c'est un point dans l'infini social, il est perdu dans cette immensité. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est donc le transfert de sacralité. D'ailleurs, après on peut lire, vous remplacez société par divinité, on peut lire Durkheim d'une façon intéressante en ce faisant. Il met la société au-dessus de l'individu, non pas parce que le social s'explique par le social, mais parce qu'il faut imposer un nouveau modèle de l'être ensemble politique, qui n'est pas fondé sur l'alliance de l'autel et de la couronne et du trône, mais sur le mariage de la raison et de la raison et de la démocratie. Enfin, donc la puissance de ce modèle politique, politico-public, eh bien, en même temps, il faut qu'elle soit partagée. Hein. Il faut partager cette nouvelle croyance, parce que c'est bien une nouvelle croyance. Hein. Il faut croire en la société comme on croit en Dieu. Et bien entendu, l'école joue un rôle phénoménal dans cette affaire. Et ce n'est pas un hasard que les instituteurs s'appellent des instituteurs. Ils instituent la croyance en un nouveau Dieu qu'on va appeler société. Et je crois que c'est de l'ordre de la performativité. Hein. C'est faire énoncer par le langage une réalité. C'est les actes performatifs du langage qu'a très bien décrit Austin dans son fameux livre « Qu'en dire c'est faire ». C'est-à-dire que lorsqu'on dit quelque chose, on fait ce que l'on énonce.
Et ici, c'est vraiment un acte performatif qui performe le social, qui performe l'idée de société, en disant, voilà, il y a une morale laïque, cette morale, elle s'appuie sur une puissance, une nouvelle puissance, qui s'appelle la société. Cette société, ce n'est que de la divinité, mais sans Dieu. Voilà, nous sommes au cœur, à mon avis, de la fondation de la sociologie, qui est d'abord une fondation politique. Et faute de le rappeler, on va autonomiser le caractère scientifique de la discipline en laissant penser petit à petit que la sociologie est au-dessus de la politique. Or, ce n'est pas, c'est une conséquence de ça. Je me souviens d'un petit texte de Bourdieu qu'on retrouve dans les questions de sociologie, où il explique que la sociologie est née masquée, doublement masquée, justement avec cette double emprise, cette emprise politique et cette emprise positiviste. Et vraiment, je crois qu'il faut il ne faut jamais, qu'il faut toujours revenir à cette origine paradoxale, à cette ambivalence, à cette double origine de la sociologie, si on veut arriver à c'est pour ça que j'adore Durkheim en la matière, c'est qu'il porte avec lui cette ambivalence de la sociologie qui est à la fois politique et à la fois scientifique. Et c'est pour ça, je crois que pour moi ce texte reflète bien ce que je voulais dire tout à l'heure par interférence entre le sociologique et le social. Juste pour terminer, finalement c'est une réflexion sur le métier de sociologue. Après avoir lu ce texte et compris cette ambivalence originaire de notre discipline, on peut penser finalement que le métier de sociologue c'est un métier de clerc, c'est-à-dire quelqu'un qui vient éclairer le sens de la société, qui vient relire le sens de la société et qui a pour mission aussi de mieux comprendre ce qui relie les hommes entre eux. Et au fond, on a là la définition de la religion, relire les textes sacrés et relire au sens de relier, religere, religion, relier les hommes entre eux. Cette mission du sociologue donc, se rapproche de la mission de l'homme de religion. Et j'aurais envie de dire qu'il ne faut absolument pas oublier que Durkheim était fils et petit-fils de rabbin, qu'à l'époque de l'adolescence, il y a une crise mystique qui est pensée à l'époque comme une crise de neurasthénie, on dirait presque peut-être de dépression aujourd'hui. Toujours est-il que moi j'ai acquis la conviction en lisant Durkheim, en lisant sa correspondance et puis en lisant aussi l'histoire de Durkheim qu'il y a un rapport fondamental entre cette histoire et cette destinée d'être rabbin à son tour et de refuser au moment de la modernité où justement il y a une forme d'autonomie, qu'il peut arriver à s'émanciper, à s'arracher de cette appartenance rabbinique. Il devient sociologue aussi, il devient sociologue et finalement il invente une autre façon de penser ce rôle de leader religieux, d'homme de religion, de prêtre ou de rabbin. Et je dis ça parce que dans la sociologie française, énormément de sociologues ont connu le petit séminaire et finalement, souvent la carrière de prêtre c'est une façon de devenir enseignant et en même temps, beaucoup d'enseignants dans les années, d'enseignants qui auraient pu devenir prêtres dans les années 50 sont devenus sociologues. Moi j'en veux pour preuve, c'est que tous les fondateurs des laboratoires de la région où je travaille ont tous une histoire qui est proche de celle que je viens de raconter. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont passés par le petit séminaire, qui en étaient très proches, et il y a donc une grande affinité. Voilà, il y a une grande affinité entre le rôle de prêtre et le rôle de sociologue. Donc c'est pas la peine, c'est assez difficile de dire des choses pareilles quand on est des laïcs convaincus comme je le suis, mais je crois qu'il ne faut pas oublier cet attachement à la religion